Salutations à vous. Et oui, vous ne l'attendiez pas, et aujourd'hui nous allons enfin en finir avec ce parlons de Nintendo. En effet, je vais directement vous parler de la Switch, sortie le 3 mars 2017, qui s'est vendue à 10 millions d'unités à travers le monde. Et je n'ai toujours pas cette console. L'année 2017 s'est bien déroulée pour Big N et on n'en attend pas moins pour 2018 avec l'arrivée probable de licences phares telles que Pokémon, Metroid ou les Smash Bros. Et si vous voulez m'offrir cette console, vous pouvez me l'envoyer où? Mr. Sandman, bring me a dream. Bon, je vous ai feinté. Si vous n'avez pas vu la première partie qui est sortie il y a 2 ans, donc n'hésitez pas à la voir, vous avez juste à voir les liens qui sont dans la description de la vidéo. Donc, le choc pétrolier de 1973, que je ne vais pas vous expliquer, a eu un impact désastreux pour de nombreuses entreprises, et Nintendo n'y a clairement pas échappé. En effet, durant ce choc, l'entreprise Nippon s'apprêtait à sortir le Laser Clay System, qui est une autre version du Kosenjo SP, mais pour les salles d'arcade. En effet, le bowling était une discipline assez bien populaire dans le pays du soleil levant, et c'est pour cette raison que Nintendo voulait lancer le Laser Clay System pour remplacer le matos de bowling. Sauf qu'à cause du choc pétrolier, les commandes sont annulées car plus de fric. Oh! Et du coup Nintendo était littéralement en PLS, c'est pour cette raison que l'entreprise Nippon décide de se lancer dans un secteur plein d'avenir, le jeu vidéo. Bon, même si Big N travaillait déjà dans le secteur du jeu vidéo avec les bornes d'arcade, l'entreprise Nippon entre vraiment dans le secteur avec son partenariat avec Magnavox pour les droits de distribution de l'Odyssey. Et sur ce, je vous laisse sur ce superbe spot publicitaire. Magnavox présente l'Odyssey, première console de salon multijeux de l'histoire où il suffit juste de changer des calques en plastique sur votre télé. Cette console ravira les féministes en tout genre car il n'y a aucun stéréotype. Vous jouez juste un putain de carré que vous bougez avec une molette sur une résolution qui brûlera vos yeux. Et vous avez un large choix de souffrance avec Pong, Roue de la Fortune, Rugby, Fly Simulator et Forme d'Auto Simulator. Bref, achetez l'Odyssey les yeux fermés pour 100$ en oubliant l'inflation, vendu 50$ si vous achetez une télé Magnavox avec. Dans ce marché en pleine expansion, Nintendo sort en 1967 sa première console uniquement au Japon, la Color TV Game 6, qui contenait 6 jeux. Car oui, c'était une console de salon sans cartouches. J'ajoute aussi que les transistors de Mitsubishi étaient implémentés, car c'était les moins chers de l'époque. La même année, un certain Shigeru Miyamoto rejoint la firme et il deviendra quelques années après le co-créateur de Super Mario, Donkey Kong ou The Legend of Zelda. Rien que ça. Mais revenons à la Color TV Game 6, car elle sera suivie par une amélioration, la Color TV Game 15, puis par les versions Racing 112, et j'ai un putain d'accent, et vous l'aurez compris que le numéro correspond au nombre de jeux sur la console. En 1979 sort le Color TV Game Block Kuzushi, qui a pour particularité d'être la première console à arborer le logo Nintendo, car il n'y avait plus les composants de Mitsubishi. De plus, l'ergonomie a été pensée par Shigeru Miyamoto, qui a réfléchi à des manettes utilisables facilement pour les droitiers et les gauchers, et de telle sorte à ce qu'on n'ait pas besoin de lire de mode d'emploi. Durant les sorties des Color TV, Gunpei Yokoi travaille en amont avec son équipe sur une toute nouvelle console qui connaîtra un succès phénoménal. Les Game & Watch, sortis le 28 avril 1980 au Japon, et dont le design inspirera 27 ans plus tard celui de la Nintendo DS. Les Game & Watch étaient destinés à un public adulte, mais il s'est avéré que les enfants étaient les principaux acheteurs. Des déclinaisons plus colorées sont donc sorties. Il faut savoir que l'inspiration derrière cette console est venue lorsque Gunpei Yokoi a observé un homme dans le train en train de tapoter sur sa calculatrice pour s'occuper, et cela a permis à Gunpei Yokoi de réfléchir au concept de la Game & Watch. Et là, toute la philosophie de Monsieur Yokoi s'est mise en place. Concevoir de nouvelles expériences de jeux à partir de technologies déjà existantes. Et dans le cas de la Game & Watch, on va pas se mentir, le progrès technologique, c'est simplement le fait d'utiliser un écran à cristaux liquides déjà présent dans les calculatrices, et en y adaptant simplement les formes qu'on veut pour proposer un gameplay. Et oui, il était malin le Gunpei Yokoi. Ce qui me rappelle le Love Tester qui était simplement un conductimètre bidouillé. Et en 1980 sort également la dernière Color TV Game,
le TV Game Computer. Et malheureusement, cette console ne connaîtra pas le même succès, car déjà, elle sort en même temps que la Game & Watch, qui bouffe toutes les ventes, et malheureusement, cette console souffre d'un retard technologique qui ne lui rend absolument pas honneur. C'est donc une console oubliée. En 1981 sort Donkey Kong sur les bornes d'arcade, jeu issu du travail de game design de Miyamoto et de l'expérience de Yokoi dans le domaine. Ce jeu introduit pour la première fois Donkey Kong et Jumpman que l'on connaîtra plus tard sous le nom de Mario, ainsi que Lady qui deviendra plus tard Pauline. Cette création apportera ses innovations dans le secteur, telles que les cinématiques et les niveaux de jeu multiples. Donkey Kong connaîtra un succès phénoménal au Japon ainsi qu'aux États-Unis, ce qui ne manqua pas d'en énerver certains comme Universal Studios qui intenta un procès pour les quelques similitudes avec King Kong. Et le procès n'a pas abouti. Dans ta gueule Universal Studios. Fort de son succès, ce jeu ouvre la voie à Nintendo pour s'imposer dans le marché occidental. La même année, Hiroshi Yamauchi souhaite la création d'une console dont la puissance sera sans égale pendant 3 ans, avec un prix ne dépassant pas les 10 000 yens. C'est ainsi qu'en 1983 sort la Famicom, abréviation de Family Computer, au prix de 14 800 yens. Mais ce n'est pas grave, car elle est la console la moins chère du marché au Japon. 500 000 exemplaires sont vendus en 2 mois, ce succès encourage donc la compagnie à exporter sa console en Occident sous l'appellation Nintendo Entertainment System, ou NES dans nos contrées. La console sort respectivement en 1985 aux États-Unis et en 1987 pour l'Europe. Cependant, sachez qu'hormis le design, il y a une différence majeure entre la Famicom et la NES. Notamment sur la fréquence d'image sur les écrans, le son qui était meilleur sur la Famicom, ou encore les cartouches, et plein d'autres détails qui font que la Famicom reste la meilleure console. Il faut noter que la NES s'est vendue dans un contexte où la micro-informatique finit par être de plus en plus accessible dans les foyers. Les consoles finissent par perdre de leur intérêt car elles sont trop coûteuses pour ce qu'elles offrent, c'est-à-dire juste du jeu. Cela causera l'effondrement du marché de la console et des entreprises feront faillite ou se réorienteront dans l'informatique. Un des plus célèbres exemples de cet effondrement est Atari qui a été obligé d'enterrer ses stocks non vendus dans le désert du Mexique du jeu E.T. de Extraterrestrial sorti pour l'Atari 2600 et qui a été un très mauvais jeu. Faut savoir qu'à l'époque on essayait de rentabiliser un max de pognon en vendant de la merde, ce qui n'a clairement pas aidé le marché. Et comme vous vous en doutez, le grand gagnant de l'histoire a été Nintendo qui a su tirer profit du faible prix de sa console et de la qualité incontestable de ses jeux phares de l'époque tels que Super Mario Bros, Metroid, The Legend of Zelda, Final Fantasy, Castlevania ainsi que les portages des jeux d'arcade à succès comme Donkey Kong. Il faut savoir qu'à ce moment, Sega sort lui aussi sa console, le Sega Mark III, qui s'importera chez nous comme le Sega Master System. Cependant, malgré le succès d'Alex Kidd ou Sonic the Hedgehog, la console aura moins de succès que la NES. Nintendo est donc à ce moment l'entreprise la plus importante de ce secteur, et cela se poursuit en 1989 avec une conception de Gunpei Yokoi et son équipe, la Game Boy. Une console portable 8 bits qui n'était clairement pas la console la plus avancée de son temps, mais qui était intelligemment pensée. En effet, si on analyse ses concurrentes, la Lynx d'Atari et la Game Gear de Sega sortie une année après, on constate qu'effectivement ces consoles proposaient de bien meilleurs graphismes avec de la couleur et de la puissance. Cependant, cela a eu pour conséquence de drastiquement réduire l'autonomie, et pour des consoles portables, ça le fout mal. Imaginez que vous deviez bouffer 6 piles pour ne même pas faire la journée, alors que pour la Game Boy, 4 piles pour à peu près 30 heures d'autonomie, ça change tout. On peut aussi ajouter que l'offre de jeux sur Game Boy était clairement supérieure. Et qu'en plus de ça, en 1996, date où votre youtubeur favori est né, sort Pokémon, une toute nouvelle franchise créée par Satoshi Tajiri. Un jeu qui a eu un succès planétaire et qui mérite son propre Parlons d'eux. Tiens, saviez-vous que le nom de Sacha au Japon est Satoshi, le prénom du créateur ? Bon, c'est peut-être pas une nouvelle pour les gens qui suivent la franchise, mais pour les néophytes, ça vous permettra de briller un peu en soirée. Ou pas. Et c'est ainsi que j'arrête la deuxième partie de ce Parlons de Nintendo, et je reprendrai dans une partie suivante à partir de la Super Nintendo. Et oui, il y aura une troisième partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à mettre un petit pouce bleu directement sur YouTube, ça pourrait m'être utile en termes de visibilité. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter où je suis un peu plus actif que sur Facebook, et sur Instagram où je publie parfois des dessins. Sur ce, prenez soin de vous, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!